podcast Bouge ta Céto, le podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une perte de poids naturelle et durable grâce à l'alimentation cétogène. Je m'appelle François, je suis coach en alimentation cétogène et jeûne intermittent et ma mission est de te guider dans l'apprentissage de l'alimentation cétogène et du jeûne intermittent. Ces deux pratiques sont deux outils puissants pour perdre du poids naturellement sans essayer de tromper ton corps et dans ce podcast, je te donne les clés pour les maîtriser. Si tu rêves de retrouver une silhouette harmonieuse tout en ayant une grande énergie, si tu souhaites en finir avec ton addiction au sucre et tes douleurs articulaires, alors ce podcast est là pour t'inspirer et te guider vers ces magnifiques objectifs. Ensemble, traçons notre route vers une vie plus saine et plus épanouie, et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le partager ou à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Ou tu peux me laisser un petit like ou un commentaire gentil et encourageant, ça me fera toujours extrêmement plaisir. Car si ce podcast prend de l'ampleur, c'est grâce à toi et avec toi. Je te remercie et te souhaite une bonne écoute. Dans ce nouvel épisode du podcast Bouge ta Céto, je reçois Laura Palaciosa. On va avec elle parler de son parcours cétogène, voir quel a été le déclic qui lui a permis de passer sur cette alimentation. On va voir en quoi cela a bouleversé sa vie et changé complètement ses habitudes. Nous allons également parler de sa façon de pratiquer le jeûne intermittent et en quoi la flexibilité qu'elle y apporte est essentielle. Ensuite, nous allons parler du microbiote intestinal. Nous allons faire un point sur son importance, sur son rôle, sur comment le garder en bonne santé. Nous allons parler des problèmes d'intestin poreux et si aujourd'hui tu as des douleurs de type inflammatoire, peut-être que cela vient d'un problème comme ça. Donc je t'invite vraiment à écouter ça. On va voir également comment lutter contre l'intestin poreux. Et Laura va nous donner tout un tas d'astuces et vraiment de petites pépites très intéressantes sur tous ces sujets. Allez, je te souhaite une excellente écoute. Donc bienvenue à tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Bouge ta Céto. Aujourd'hui, je reçois Laura Palaciosa. Merci Laura d'être venue, d'avoir répondu à mon invitation. Donc je vais te laisser te présenter. Dis-nous un petit peu qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais notamment sur Instagram, sur la plateforme où tu es la plus active. Merci à toi François de m'avoir invité, c'est super gentil. Je m'appelle Laura, j'ai 37 ans, je suis chilienne, je suis journaliste, traductrice d'anglais et chef de cuisine, donc voilà, plusieurs choses. J'ai commencé l'ACETO il y a longtemps, on va dire environ 7 ans, j'ai démarré avec les low carb pour après passer en céto strict. J'avais pas du poids à perdre forcément, j'avais déjà beaucoup perdu avec des régimes hypocaloriques mais je voyais que ma relation avec la nourriture n'était pas saine. J'avais des TCA et je me suis dit un jour, il va falloir aller creuser parce que c'est pas normal. Et je suis tombée sur un article du docteur Jason Fung sur le céto et le jeûne. Et de là, j'ai commencé à creuser, surtout à lire beaucoup en anglais, des articles scientifiques. Et je me suis dit, mais voilà, c'est totalement logique, ça explique tout. Et je me suis mise à fond, quoi. Et de là, mais j'ai jamais regardé en arrière. C'est le mode de vie qui me convient. J'adore. Voilà, pour moi, maintenant, c'est tout simplement très naturel. Je me pose même pas de questions par rapport à ça. Et puis, sur Insta, en fait, moi, j'étais pas très active. J'ai commencé à être active pendant le premier confinement. Grâce à des gens comme Paulina et Virginie qui m'ont encouragée à poster des recettes. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de mythes et des choses qui n'étaient pas claires par rapport au niveau scientifique du keto. Et je me suis dit, tiens, si je peux vulgariser un peu tout ça. Et j'ai commencé à faire des stories permanentes. Dès là, c'est parti pour faire plutôt un côté scientifique. Je publie des recettes de temps en temps, mais c'est surtout les stories. Les gens demandent des choses spécifiques par rapport au sport, au carnivore, au jeûne, etc. Et puis, je me lance. Voilà. Tu leur réponds via tes... Oui, voilà. Du coup, c'est l'idée qui m'est venue de t'inviter, c'était par rapport, en voyant ces différentes stories un petit peu, je me suis dit, je pense qu'elle a pas mal de choses à nous partager, donc c'est intéressant. Pour toi, le déclencheur, ça aura été vraiment cet article-là de Jason Fung, ou c'est peut-être quelque chose de plus personnel tu vois, tu nous parlais de tes TCA. Est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que tu as eu un autre déclencheur, quelque chose qui a provoqué un déclic chez toi? Moi, quand j'ai commencé à faire ma recherche, c'est parce que j'en avais marre d'être affamée pour garder un poids, de faire un régime yo-yo. Alors, à l'époque, en plus, je pesais au moins 10 kilos de moins qu'aujourd'hui
même si je fais la même taille et tout ça, mais j'avais pas de muscles, j'étais fatiguée en permanence, je faisais des anémies. Donc je me disais, c'est pas possible, c'est pas normal. On n'est pas censé d'avoir faim en permanence et d'être tout le temps en train de penser à la nourriture. C'était un truc qui me travaillait toute la journée, quoi. Genre, qu'est-ce que je vais manger si je mange, et si à la cantine il n'y a pas de salade, ou s'il y a des trucs gras, et comment je vais faire. Et surtout que j'adore le fromage, et je me limitais énormément par rapport à ça, ou à l'huile et tout ça. Et je trouvais ça pas normal. Et c'est pour ça, cet article, ça a été plutôt le déclencheur pour me dire que, en fait, il y avait un truc qui allait pas dans notre alimentation moderne, et qu'il fallait aller chercher dans plutôt dans l'alimentation ancienne, ou de nos ancêtres. C'est vrai. Et c'est ce que j'ai fait. Et avant de me lancer, j'ai beaucoup lu. J'ai, bon, Diet Doctor, The Keto Diet App, plein de bouquins de Gary Taubes, de Nina Les classiques. voilà, j'ai vraiment lu, j'en ai un tas de bouquins, tout ce qui pouvait tomber. Et comme je suis très critique au niveau scientifique, puisque c'est aussi ma formation, je travaillais pour les Nations Unies dans un programme de sciences et technologies aussi. Donc, j'allais vraiment chercher les vrais articles, quoi. Parce que tu peux en trouver plein par rapport contre le CETO, par exemple, mais quand tu vois c'est qui a payé l'article, bon, c'est pas très sérieux, quoi. Oui, effectivement, les études, il faut toujours regarder tout en bas. Vous voyez les gens qui ont sponsorisé, donc ça donne parfois une idée sur voilà éventuellement comment est tournée l'étude. Ça, c'est un truc qui est assez commun, ouais, effectivement. Ça c'est clair. Mais tu vois, ton témoignage, il est intéressant parce que ça, moi, je le vois très souvent. Alors moi, c'est pas mon cas. Je suis pas passé sur du CETO par rapport au fait de me dire qu'il y avait un truc qui clochait par rapport à une perte de poids ou quoi que ce soit. Moi, c'était plutôt par rapport à des maux de tête. Enfin, voilà, c'était plutôt ce sens-là. Mais j'ai par contre beaucoup de témoignages de personnes qui passent sur cette alimentation, effectivement, parce que au bout d'un moment, elles se disent elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Tout simplement avec leur alimentation entre guillemets classique, qui est celle qu'elles ont depuis des années, qui leur fait faire du yo-yo parce qu'elles vont faire des régimes. Et il y a forcément un moment où on se pose des questions, où on se dit soit c'est moi qui ai un problème, je sais pas, j'ai une génétique qui a un souci, ou alors je sais pas, ce que je fais, ça le fait pas. Et effectivement, très souvent, alors ça elle tombe sur des contenus à moi, sur des contenus à toi, sur des contenus, enfin n'importe quelle autre personne qui va partager un petit peu des choses sur l'alimentation cétogène, puis va se dire enfin voilà, à ce moment-là, il y a un truc qui se fait dans la tête en se disant, mais est-ce que effectivement on m'aurait pas envoyé sur des mauvaises pistes pendant toutes ces années, et qu'il n'y avait pas quelque chose à faire. Et généralement, les personnes qui le font, qui mettent en place tout ça, elles ont la meilleure forme de leur vie. Et puis, même si elles tombent du wagon, et parce que les vieilles habitudes ont un peu la vie dure, et elles se souviennent que quand elles étaient céto, qu'elles pratiquaient le jeûne et tout, c'était le moment où elles avaient leur meilleure forme, où elles se sentaient le mieux. Puis, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose de très différent par rapport à tout ce qu'on nous a enseigné. Et c'est pour ça que des fois, c'est aussi difficile de sauter le pas, parce qu'on se dit, mais c'est trop en opposition avec tout ce qu'on m'a appris depuis tant d'années. Donc, est-ce que c'est vraiment safe? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Donc, d'où l'intérêt d'avoir des personnes comme toi qui vont vulgariser un peu tout ça, qui vont rassurer les gens aussi. Donc, ça, c'est super. Tu pratiques le jeûne ou le jeûne intermittent? Ouais. Donc, comment tu... En général, moi, c'est-à-dire, normalement, je finis de manger vers les 19h30, 20h. Et puis, je remange vers les 14h ou 15h, ça dépend de la journée. Des fois, ça m'arrive de faire tout simplement un nomade le soir vers les 18h30, un truc comme ça. Après, je suis très à l'écoute de mon corps. Ça m'arrive très rarement de prendre du petit-déj, mais si j'ai faim, je vais le prendre de toute façon. Mais en général, je ne mange pas avant 14h. Après, je pense que c'est aussi une question d'habitude. Pour moi, manger à midi, c'est manger avec les poules. Chez nous, ça ne se fait pas. Tu ne manges jamais à midi. Et moi, je mange, comme je dis, à l'heure espagnole. Oui. Mais non, ça me va très bien. Et puis, ça m'arrive aussi assez souvent de faire des jeûnes de 3 jours. La dernière fois que j'ai fait un long, c'était 7 jours. Donc, ça m'arrive aussi. Mais c'est des périodes où je sais pas, où je le sens comme ça, tout simplement. Bien C'est sûr, pas hein.
Il n'y a pas un planning de jeûne, c'est juste tout simplement, je me dis, bon, j'ai pas faim et du coup, ça passe comme ça. Mais Mmh. sinon, en général, je fais le jeûne intermittent, on va dire, entre 16-18 heures, à Ouais, peu un petit près. peu tous les jours. Mmh. Ouais, mais ça c'est ouais, bah, tu vois, ça c'est très important aussi ce que tu dis pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent voilà débutent un jeûne intermittent, qui n'ont pas forcément l'habitude et qui se posent souvent des questions. Alors, tu dois les avoir souvent ces questions, savoir est-ce qu'il faut toujours tenir le même type de jeûne, est-ce que on peut varier, enfin bref, qui sont un peu perdus. Ça c'est typiquement voilà ce que fait Laura, c'est en réalité ce qu'il faut faire, c'est vous baser sur votre ressenti, vous baser sur voilà ce que votre corps vous envoie comme signaux et pas sur un jeûne qui serait absolument le plus efficace de tous. Alors, souvent, on pense que c'est le OMAD qui va être le plus efficace, mais bon, si vous vous sentez pas bien dans cette pratique, vous aurez pas de résultat. Donc, c'est toujours, voilà, écoutez votre corps et faites comme ça. Si un jour vous êtes plus, on va dire, voilà, vous sentez plus de faire un jeûne 16-8 et manger à 13 heures et le lendemain, vous vous rendez compte qu'à 13 heures, vous n'avez pas spécialement faim et que vous voyez que vous pouvez continuer 2 heures de plus, faites-le. Ne vous posez pas trop, voilà, profitez de la flexibilité que ça vous offre, le jeûne intermittent, et les jeûnes plus longs. C'est un des gros points forts de cette pratique, donc il faut surtout pas s'en priver, ça c'est clair et net. Ouais, Bon, au après, final, ouais, vas-y. pardon, Non, je t'en non, prie. je pense que le jeûne est par contre, on n'est pas fait pour tout le monde, hein, parce que j'ai l'impression que tout le monde saute vers le jeûne au début et je pense qu'il faut un peu, surtout les gens qui viennent des TCA assez complexes, ça peut quand même, au moins ce que je vois dans les messages, ça peut faire replonger dans les TCA cette espèce de hyper Mmh. contrôle, de se dire: «Bah, il faut que je jeûne, de telle heure à telle heure». Je pense qu'au début, peut-être, il faut aller un peu plus mollo, sauf si on le sent naturellement, mais pas se l'imposer parce que ce que je vois dans les messages, c'est vraiment des gens qui commencent à s'affamer, quoi, et ça sert à rien si on est en train de s'affamer. C'est-à-dire, on tombe dans les mêmes pratiques, d'un régime Oui, hypo. voilà, que ce qu'on faisait. Ouais. Non, mais tout à fait, c'est voilà, ça rejoint ça, c'est-à-dire que il faut pas que ça devienne une contrainte et se dire il faut absolument que je jeûne tant d'heures par jour, sinon ça marche pas. C'est toujours voilà, tout ça c'est très personnel et il faut vraiment profiter de ça, enfin voilà, cette souplesse pour le faire coller à notre passé, à notre état métabolique, à nos problèmes, tu vois, comme les personnes qui ont des TCA, c'est important d'avoir d'adapter la pratique à sa propre histoire. On pourrait dire ça. Moi, je sais que je suis un peu dans le même cas que toi, le jeûne intermittent. Alors, je fais très peu de jeûne long. Moi, si je fais un jeûne long, entre guillemets, ça va être un jour et demi. Tu vois, ça va être 36 heures, grand maximum. Par contre, jeûne intermittent, ouais, c'est, on va dire, 95% du temps. Il y a que si j'ai envie de faire un petit déj avec ma femme et ma fille, éventuellement le week-end. Mais encore, c'est rare parce que je ressens tout de suite que j'ai moins d'énergie dans la matinée. Enfin, donc, moi, je le fais parce que ça me fait plaisir sur le coup et c'est toujours important, bien sûr, ça aussi. Hein. Mais bon, c'est généralement pas très copieux et voilà, c'est voilà, très léger. Avant de passer, on va dire, à la partie où on va parler un petit peu de l'intestin et tout, toi, est-ce que tu te vois rester cétogène toute ta vie ou c'est quelque chose où à l'avenir tu penses amener des variations, type repasser peut-être sur une alimentation plus libérale en glucides? Comment tu vois les choses à ce niveau-là? Ben, en général, je pense que moi, le céto, ça me correspond très, très bien. Heu, je mange assez de légumes, je trouve, mais j'aime bien faire des expériences aussi. La dernière fois, j'avais fait une expérience carnivore, pendant un Mmh. mois, qui était très chouette. Ouais, ça Heu donnait quoi du coup? Tu avais un petit peu, tu pourrais nous décrire ça? je voulais juste, voir ce que ça donnait. J'ai senti beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup. J'ai même perdu un peu de poids, en mangeant beaucoup de viande. Mmh. Ah bah oui, pour le coup, ouais. Oui. Bon, viande, poisson, œufs, Mmh. heu, matières grasses et ça m'avait beaucoup plu comme expérience. Après ça serait pas, par exemple, forcément mon style de vie, même si, j'avoue que j'ai un côté un peu ce que je dis toujours sur mon Insta, un peu plus protéiné du céto. Mmh. J'aime bien la viande et les poissons et c'est là où je me sens le mieux. Mais après, je pense que je vais bientôt peut-être faire une expérience low carb, repasser un petit peu ou faire un peu, des carbs up.
mais avec des légumes, quoi, pas avec des féculents ni des choses inflammatoires, plutôt avec un peu de pommes de terre, patates douces, un peu plus de carottes, des choses comme ça. J'aimerais bien faire une expérience comme ça pour voir ce que ça donne. Mais moi, je pense qu'en long terme, ce qui me convient le mieux, c'est le CETO. C'est où je me sens vraiment au top du top. Et j'ai aucune carence. Donc, je fais toutes mes analyses et tout. Tout est impeccable, cholestérol, vitamines, minéraux, tout ça. Donc, tout va bien. Tout va bien. Simplement. Pour un petit rappel pour le carnivore, pour ceux qui connaissent pas, c'est on va dire une version d'une alimentation low carb où là pour le coup on est à zéro glucides. Donc du coup on mange du gras et des protéines, donc forcément beaucoup de viande, d'où le nom de carnivore, enfin de viande, de poisson, etc. quoi. Donc après c'est une pratique qui est entre guillemets un peu extrême et qui peut être intéressante sur le court terme à mon sens, en tout cas, pour forcer le corps à encore plus s'adapter, forcer les cellules à rentrer dans une cétose encore plus profonde et forcer l'adaptation. Mais après moi j'ai des doutes sur sur le long terme sur ce type d'alimentation où vraiment on est très 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 bas en glucides là pour le coup. Je trouve que ça manque encore de témoignages sur ça. Je vois qu'aux États-Unis, ça en parle beaucoup. C'est un sujet qui revient souvent. Les divers experts en parlent pas mal de ce type d'alimentation, mais je sais pas si je la conseillerais sur le long terme. Je sais pas ce que tu en penses toi de ça. Non, je pense qu'il n'y a pas assez de recul. Ouais, voilà, je suis d'accord. Après, comme une expérience comme ça, ponctuelle, c'est quelqu'un qui est en bonne santé, qui est déjà en cétose, c'est-à-dire Voilà. on va pas sauter de consommer 300 grammes de glucides à zéro glucides, ça me paraît un peu extrême. Mais comme expérience, moi, je trouvais ça sympa. Après, je pense qu'il n'y a pas assez de recul pour voir qu'est-ce que ça peut donner au long terme. Je sais que là, ils sont en train de faire une espèce de grande cagnotte là, sur Internet pour payer une étude très sérieuse par rapport aux carnivores. Mais bon, ça va tarder et ça va tarder des années avant d'avoir assez suffisamment de données qui puissent vraiment être une étude longitudinale et bien faite, quoi. Donc, pour le coup, je dirais pas. Je pense que comme expérience, c'est sympa, mais pas plus que ça, quoi. Et ça peut, comme tu dis, booster un petit peu. Ça peut aider un petit peu à faire bouger les choses, mais sinon, je pense que c'est pas pour le long terme pour l'instant, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc on va passer sur la partie, on va parler des intestins, de leur importance. Parce que forcément, c'est ce qu'on appelle notre deuxième cerveau. Je crois que c'est par rapport aux neurones. Je crois qu'il y a quasiment plus de neurones dans les intestins que dans le cerveau, quelque chose comme ça. Enfin bref. Donc c'est quelque chose, c'est un organe ultra, ultra, ultra important, hein, que ça soit, on va voir par rapport à notre alimentation et les effets que ça peut avoir, mais dans notre santé en général, avoir, on va dire, un microbiote qui est en bonne santé, qui a une bonne composition, c'est très important. Est-ce que tu pourrais alors nous décrire de manière, on va dire, schématique ou très simplifiée, ce qu'est le microbiote et son rôle dans notre santé, tout simplement? Oui, bien sûr. Eh ben, en fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'intestin, là, ça joue un rôle complètement clé et primordial dans le maintien de la bonne santé, parce que c'est là où on va avoir notre microbiote. Alors, le microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes. Donc, ça peut être des micro-champignons, des bactéries, qui vivent dans un certain environnement. Donc, cet environnement, ça s'appelle la microbiome. Le microbiome. Et donc, tu as un hôte, dans notre cas, c'est notre intestin, mais ça peut être un animal, un végétal, chacun a son microbiote, quoi. Et chez nous, chez l'être humain, c'est ce microbiote intestinal qui va avoir ce rôle primordial lors de la digestion et pour notre système immunitaire. Donc, ces micro-organismes, ils vont nous protéger des maladies, des bactéries qui nuisent à notre santé, par exemple des métaux lourds qu'on peut consommer, dont certains poissons qui sont d'élevage, quoi, et qui contiennent, etc. Donc ça, ça crée une espèce de barrière
qui est très importante pour justement empêcher ces agents nocifs, on va dire, de rentrer dans notre sang, dans notre corps, et puis aller dans les différents organes, quoi. Donc, faut savoir que c'est un système hyper complexe. Pour te dire, par exemple, juste pour te faire une idée de quelle importance et quelle taille ça a, la, la surface d'absorption de l'intestin est plus grande qu'un terrain de tennis. Oui, oui. On ne se rend pas compte, mais c'est énorme. Si on l'ouvrait, on le dépliait comme ça, eh ben, ça serait plus grand qu'un terrain de tennis. Donc, t'imagines, c'est énorme vraiment ce qui arrive là. On ne se rend pas du tout compte, mais c'est vraiment... l'intestin grêle est énorme. Et c'est composé d'une barrière très fine qui est une espèce de muqueuse. Ben, ce n'est une muqueuse qui protège justement le passage et qui permet l'absorption des nutriments, des bons nutriments, et empêche que les mauvais nutriments ou les agents agressifs passent dans notre sang. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec notre alimentation occidentale, cette alimentation, ce qu'on appelle Standard American Diet, donc avec entre 45 et 65% de glucides et surtout des trucs très très raffinés parce qu'on ne parle pas des épinards, malheureusement. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, on ne parle pas des glucides qu'il y a dans les légumes, hein, quand on dit ça. On parle plutôt des glucides qui sont surtout des choses basées, des produits basés dans le gluten de blé, qui est très inflammatoire. Donc ça crée ce qu'on appelle une porosité intestinale ou perméabilité intestinale. Donc, ça va faire comme des espèces de petits trous dans notre intestin. Et par là, ça, ce qu'en anglais, on appelle leaky gut syndrome, donc c'est-à-dire littéralement l'intestin qui fuit. On aura ces petits trous qui vont permettre que ces microbes ou ces bactéries qui nuisent à notre santé passent dans notre sang. Et ils vont partir dans le foie, ils vont partir dans les reins, ils vont partir dans les divers organes, et ça va créer un nombre de problèmes de santé. Après, au-delà de l'alimentation, il y a aussi, c'est très lié aussi à la société actuelle, la surconsommation de médicaments, notamment des antibiotiques ou des médicaments qui sont hépatotoxiques comme le Doliprane, le paracétamol, qui est vraiment... C'est-à-dire le foie, lui, il pète un câble à chaque fois que tu prends un Doliprane parce qu'il est incapable de gérer. Et ça aussi, ça crée des problèmes au niveau de la muqueuse. Bon, après, tu as des maladies auto-immunes et des choses comme ça qui vont aussi... c'est un peu, par exemple, un déficit des immunoglobulines A, qui arrive quand tu as trop d'infections, etc. Mais en général, ça va être plutôt par rapport à notre régime et surtout le sucre et le gluten qui sont vraiment... c'est comme mettre une armée dans l'intestin. Vraiment, c'est attaqué, mais dans tous les sens, quoi. Mais ça, pour le coup, je connais bien, puisque moi, je te parlais tout à l'heure de mes problèmes de migraine que je fais. Et donc, en fait, j'ai découvert que c'était parce que j'avais justement un problème d'intestin, le syndrome de l'intestin poreux. Moi, alors j'en parle à chaque fois parce que dès que je fais un live, on revient sur ce sujet. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai commencé à partir de mes 25 ans à avoir des migraines inexplicables. Donc tous les jours, migraines extrêmement fortes qui m'empêchaient de travailler, de vivre, on va dire, normalement. J'ai fait tous les médecins possibles à cette époque-là, pendant pratiquement 10 ans. Médecins classiques, médecins plus sur des médecines plus alternatives, etc. J'ai, à part prendre des médicaments de fou furieux pour me calmer, il y a absolument rien qui avait marché. Voilà. Et c'est le jour où j'ai commencé moi je pratique le jeûne intermittent, je l'ai découvert en 2010. Et en fait, petit à petit, j'allais vers une alimentation low carb sans vraiment m'en rendre compte, mais c'était c'était à force de lire des choses, etc. Je commençais à réduire cette consommation-là jusqu'à arriver à une alimentation cétogène, alors plusieurs années plus tard. Et c'est là que, comme par magie, en fait, au bout de 3 semaines, un mois, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup moins de migraines.
limite, alors que je faisais une crise, on va dire, tous les 2 crises par semaine, je suis passé à une crise tous les, je sais pas, 3 mois peut-être, et encore. Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, mon souci, ça venait pas d'un problème nerveux comme on me l'avait dit, ça venait pas voilà, de soucis comme ça. Ça venait purement et simplement de mon alimentation. Donc j'ai commencé à tester des trucs et je me suis rendu compte qu'effectivement, dès que j'augmentais ma consommation de sucre et ou de gluten, ça dépend, voilà, peu importe l'un, mais c'était les deux qui avaient un impact. Je repartais, voilà, sous une semaine, je revenais à mes anciennes. Enfin, je revenais à une crise, 2 crises par semaine, quoi. Quasiment instantanément, quoi. En quelques jours, tout repartait complètement en vrille. Et dès que je repassais sur une alimentation cétogène, pour le coup, en 10 jours, tout allait bien, quoi. Donc ça, moi, c'est un truc qui m'a absolument fait halluciner, quoi. Je me suis dit, mais c'est incroyable, pendant 10 ans où je suis allé voir tous les médecins, il n'y en a pas un seul qui m'a parlé d'alimentation. Aucun n'a essayé de me sensibiliser sur ça. Et c'est par moi-même, après 10 ans de galère, où j'ai trouvé la solution. Et pas de fil en aiguille, je commence à m'intéresser à tout ça et me rendre compte qu'effectivement, j'avais certainement un souci au niveau de mon intestin. Je le vois aussi beaucoup auprès des gens que j'accompagne. Moi, je leur demande, en fait, je leur lance un petit défi quand je prends quelqu'un en coaching. Je leur demande pendant un mois d'éviter les produits laitiers animaux simplement pour qu'elles se rendent compte de l'impact potentiel que ça a sur elles. Franchement, sur l'ensemble des personnes qui le font, alors il y en a qui voilà, qui ont pas, on va dire, qui arrivent pas à s'y tenir, mais pour les personnes qui le font, et ça représente quand même une bonne partie, il y en a plus de la moitié qui ressentent un bien-être bien supérieur, qui vont avoir des douleurs inflammatoires qui vont disparaître, douleurs articulaires, qui vont avoir peut-être qui sont des jambes très ballonnées, qui d'un coup vont plus avoir spécialement ça. Enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. Et qui reviennent quand on en rediscute, qui me disent mais c'est incroyable, quoi. Donc voilà, tu vois, quand on parle d'intestin pour eux, on va en reparler un petit peu après pour essayer de trouver un petit peu des solutions par rapport à ça, pour aider par rapport à ça. Mais je pense que c'est un problème qui touche énormément de gens et les gens ne le savent pas, quoi, tout simplement. C'est normalement les dernières recherches, dernières études montrent qu'il y a une vaste majorité des maladies qui sont justement qui viennent d'un dérèglement au niveau de la microbiote, du microbiote, je veux dire. Oula, en espagnol, Tu la fais à chaque fois, celle-là. en espagnol c'est féminin. Et le problème, c'est que bon, normalement, par exemple, on va dire que si nous, on suit une alimentation cétogène, on est super bien, et tout d'un coup, on doit prendre des antibiotiques parce que bon, on a été super malade et tout. Normalement, la flore intestinale, elle va se reconstruire ça tarde environ un mois à se reconstruire de façon correcte. Sauf que ça va être nous parce qu'on a déjà une alimentation saine et faible en glucides, sans gluten et sans sucre. Mais en moyenne, les gens qui consomment du gluten tous les jours et du sucre et ils ont entre guillemets un régime classique, ils n'arrivent pas à reconstruire leur flore parce que elle est tout le temps attaquée par d'aliments, quoi. Et donc c'est ça que aujourd'hui les médecins ils font beaucoup d'attention à ça, de plus en plus, heureusement, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait il y a beaucoup de maladies qui viennent de là, quoi. Et surtout, comme tu dis, des choses comme des maux de tête, des douleurs articulaires, des problèmes musculaires. Parce qu'en fait, le microbiote, il est censé de réguler tout ça. Et s'il ne marche pas, s'il est déréglé, à force, on commence à avoir des petites douleurs, Et le problème, c'est que j'avais lu un article par rapport à ça sur une recherche scientifique, il faudrait que je la trouve, mais en fait, on normalise complètement tout ça. C'est genre, j'ai mal à la tête, c'est parce que bon, je dois avoir un truc, je prends un cachet, c'est bon. Ou Voilà. j'ai toujours mal au dos, ou j'ai des problèmes avec mes muscles. Tu te dis, bon, c'est la vie moderne, c'est le sédentarisme, ou même si tu fais du sport, mais tu te dis pas, il y a un truc qui va pas, c'est pas possible d'avoir du mal en permanence.
Mmh. Et c'est quand tu enlèves tout ça que tu te dis: «Mais mince, en fait, je peux être super énergétique, j'ai pas de mal au dos, je dors super bien, je suis concentrée sur mon boulot», heu et là, tu te rends compte qu'en fait, tout ce qui t'arrivait avant et que tu pensais que c'était normal parce que, bon, on est stressé et parce que c'est comme ça, en fait, non, c'est pas comme ça. Mais c'est assez impressionnant quand tu enlèves, toutes ces sources d'inflammation, en fait, qui affectent, l'intestin, tu te rends compte qu'on peut avoir une santé superbe et que c'est pas comme ça, que la vie n'est pas comme ça. La vie n'est Mmh. pas, ouais, c'est la pollution qui me donne des maux de tête. Oui, certes, ça aide pas, mais on peut quand même, nous, améliorer notre qualité de vie énormément. Ouais, non, mais complètement et c'est quelque chose à expérimenter vraiment, hein. Moi, c'est, Ah ouais, ouais, pour ouais. revenir à mon cas, ça m'avait complètement, scotché, quoi. Parce que Mmh, j'avais, enfin, émis toutes les éventualités possibles, comme tu disais, l'environnement, mon travail, les soucis, des problèmes nerveux, parce que j'avais eu un petit accident de voiture à cette époque-là. Enfin bref, on avait passé un panel de choses absolument incroyables sans, jamais, penser une seule instant que ça pourrait tout simplement venir d'inflammation due, à une alimentation qui était de très mauvaise qualité, quoi, tout simplement. et D'ailleurs, oui, mais mmh, pour non, revenir bon, sur les aliments à éviter, donc bien sûr gluten, sucre raffiné, on va dire enfin voilà, en abuser, en réabuser. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut éviter? Peut-être les huiles, bah, de mauvaise qualité éventuellement? Est-ce qu'il y a d'autres aliments comme ça qui peuvent, être, profondément, inflammatoires pour nos intestins? oui, bon déjà, pour moi, le plus important à éviter, c'est le sucre et le gluten. Surtout le problème du gluten, c'est qu'il est partout. Bah, Hem ouais. Heu, Après, par exemple, en petite quantité dans des préparations, par exemple, si tu fais un pain keto et tu rajoutes une, cuillerée à café pour un pain énorme, ça va pas te faire, ça va pas avoir un impact énorme. Mais si tu consommes tous les jours, du pain complet, même du pain complet ou du pain, une baguette ou n'importe, parce qu'en fait, le gluten de blé, le gluten en général, mais surtout celui du blé, hem, contient des antinutriments, notamment, ce qui s'appelle l'acide phytique Mmh. et ça, c'est vraiment quelque chose qui va attaquer l'intestin de façon, mais complète, donc on n'est pas capable de vraiment, les je ne vais pas rentrer dans les détails, spécifiques, les protéases et tout ça, mais notre corps, il est pas capable de le décomposer bien et donc ça va, créer ce syndrome de l'intestin, perméable, quoi. Mmh. Donc le gluten, le sucre, puis après, les huiles, comme tu dis, les huiles de mauvaise qualité, hem ça, c'est aussi, c'est une catastrophe, et malheureusement, On est entouré. on nous a vendu l'idée que les huiles végétales, c'était, ce qu'il fallait, consommer, tandis que c'est des huiles complètement transformées. C'est pas comme une huile de coco qui vient, tout simplement du coco Mmh. ou, une huile d'olive, ou voilà, là, c'est des produits transformés qui ont dû être altérés pour pouvoir résister à des hautes températures parce que sinon elles résistent pas. Donc ça aussi, c'est pas du tout recommandé. Il y a un conflit, aujourd'hui avec, le sujet du soja. Hem, Pendant très, très longtemps, c'était plutôt du côté négatif, parce que, c'est très inflammatoire. Mais, les dernières études là, ça ils commencent à faire des nuances. Apparemment, c'est très inflammatoire pour certaines personnes, mais il y en a qui ont pas de soucis par rapport à ça. Donc là, c'est, comme tout, un peu à tester individuellement pour voir si on Mmh. consomme un produit, avec du soja, et qu'on sent qu'on ballonne, qu'on se sent pas bien ou qu'on a un maux de tête ou quoi que ce soit, et ou si au contraire, ça nous fait absolument rien et on peut consommer ce produit. Après, il faut voir les sources parce que le problème du soja, c'est souvent il y a beaucoup de pesticides, voilà. Et puis, par rapport aux protéines, bon, moi, ce que je dis toujours, c'est essayer de chercher, soit en bio, soit, des petits producteurs qui ont des bêtes de pâturage, poissons ASC ou MSC, parce que c'est vrai que sinon, il y a beaucoup d'antibiotiques, dans les viandes d'élevage industriel, quoi, qui peuvent aussi être très négatifs, pour la santé déjà. Mmh. D'autant plus que comme l'animal il est super stressé, quand la bête, quand on va la tuer, il va libérer, tous ces
ces antibiotiques qui vont rester dans la viande, quoi. Donc, essayer de je sais que ça fait quand même un budget, donc essayer de prendre le plus naturel possible, quitte à manger moins de protéines et acheter plus des œufs bio, quoi. Mais essayer d'éviter quand même les viandes, d'élevage, quoi. Bah, pareil avec Mais le porc. après, pour le sujet tu vois, du coût d'une alimentation qui soit vraiment hypotoxique, qui soit vraiment très anti-inflammatoire, moi sur ça, enfin, je veux dire, à part les personnes qui ont vraiment des budgets ultra serrés parce que ben, leur vie fait que c'est comme ça et qu'elles sont, voilà, elles se permettent pas grand-chose, que on fasse pas de son alimentation une priorité absolue parce que tout simplement financièrement c'est pas possible, je peux tout à fait le comprendre, c'est bien normal. Après, pour des personnes qui ont on va dire une vie, sans parler d'être riche, mais qui ont une vie normale, moyenne, qui peuvent avoir beaucoup de loisirs, qui peuvent faire du shopping, avoir des vacances, etc. Ne pas consacrer une partie un peu plus importante de son budget à sa santé en passant sur une alimentation de qualité, comme une alimentation bio, enfin, qui peut être un peu plus cher. Je trouve que c'est un mauvais, voilà, c'est pas bien placé ses pions, ça c'est clair. Enfin, tout en sachant qu'il y a toujours moyen de trouver des façons de payer moins cher. Enfin, moi, par exemple, pour la viande, je la commande en colis, tout simplement. Directement à des producteurs qui sont en Lozère, pas très loin de chez moi. Et ben, je commande en fait 5-10 kilos de viande, 20 kilos de viande par an. Voilà, et ça me revient en fait au prix au kilo à ben, moins cher que limite de la viande de mauvaise qualité qu'on pourrait trouver dans un supermarché. Donc, le budget pour bien manger, effectivement, il est forcément un petit peu plus haut, mais on peut trouver aussi quand même des façons de réduire ce budget. Et surtout, voilà, si vous nous écoutez là, je vous en supplie, n'hésitez pas à mettre un petit peu plus d'argent dans votre alimentation, à mettre un petit peu moins peut-être dans des choses qui sont un peu plus secondaires, un peu moins importantes. Vraiment, ça, voilà, on va dire un petit mindset à avoir par rapport à ça, un état d'esprit à avoir pour ben, mettre en priorité votre santé quand même dans la balance plutôt que des choses qui seront au final superficielles et qui vous apportent pas grand-chose, quoi, tout simplement. Ouais, Euh, après je pense que comme tu dis, il y ouais, a moyen de trouver et puis, bon, bah, il y a toujours les œufs, hein, qui, complètement. pour moi, c'est l'aliment parfait, de toute façon. Ouais, les gens, beaucoup de personnes qui ont, tu vois, les œufs, ça a été vachement, on va dire, un petit peu diabolisé, tu vois, à cause du cholestérol, etc. Donc, des gens qui ont peur d'en manger tous les jours, d'en manger à tous les repas. Alors que moi, c'est une peur qui est irrationnelle, parce qu'en réalité, c'est pas vrai. Mais voilà, encore une fois, ben ça, c'est encore un message. N'ayez pas peur des œufs, justement, hein. C'est vos amis, œufs bio, élevés en plein air, c'est vraiment, Ouais, ça, tu c'est peux en vraiment top. trouver, du label rouge là, à un prix très Ouais, correct, vraiment ou, bon, à Paris ça va être un peu plus difficile, mais moi quand j'étais à Perpignan, j'ai trouvé un producteur quoi. ouais, Heu, complètement. Directement 30 œufs par semaine, et voilà, tranquillement quoi. Mais après bon, ça dépend ici à Paris, je j'ai pas trouvé de producteur, mais bon, tu as les bio, les labels rouges, des choses comme Oui, ça. voilà, on en trouve assez facilement les grandes surfaces, etc. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est difficile à obtenir. Ça, c'est clair. Pour revenir sur l'intestin poreux, voilà, faire Mmh. un petit détail pour ça. Alors donc, on a compris qu'effectivement, manger une alimentation, enfin, passer sur une alimentation cétogène qui soit quand même hypotoxique, pas une alimentation céto, on va commencer à manger des gras de mauvaise qualité, où on va voilà, utiliser le gluten un peu de manière un peu trop importante. Enfin bref, on va vraiment se concentrer sur une alimentation cétogène qui est très très bien faite et voilà, qui est celle qui, à mon sens, doit être utilisée. Donc ça, on sait que c'est efficace pour lutter contre ces problèmes d'intestin poreux. Est-ce que il y a des compléments alimentaires éventuellement qu'on peut prendre qui peuvent un petit peu accélérer le processus ou du moins faire en sorte que ça soit enfin, alors je sais pas si on peut en guérir, mais du moins qu'on puisse retrouver plus rapidement un intestin de bonne qualité, quoi, tout simplement. Bon, déjà, privilégier, des aliments, probiotiques, donc qui contiennent, c'est des aliments qui vont contenir un microbiote, vivant, qui peut nous aider à réparer, on va dire, à altérer.
mais de manière positive, le microbiome. Mmh. Donc ça va être surtout les aliments fermentés. Le kéfir, la choucroute, les cornichons, légumes marinés, le kombucha, le kimchi, le yaourt avec, culture active vivante, hem, tout ce qui est fermenté en général, Mmh. c'est très, très bon. Hem, le tempeh, voilà, tout ça, ça aide beaucoup. Le lait fermenté, voilà, c'est vraiment c'est des produits qui vont aider à reconstruire, la flore intestinale. On peut même faire, nos produits fermentés à la maison. Bon, si on a envie, si on a le temps. C'est pas obligatoire, on peut les acheter, des cornichons, juste regarder qu'il y ait pas de saloperies dedans parce que des fois ils en mettent. Mais une bonne choucroute en plus, ça fait Mmh. plaisir et et ça aide. C'est pas mal déjà. Et sinon, il y a les suppléments prébiotiques et probiotiques. Voilà, il y a différentes marques, il y a différentes concentrations, heu, différentes présentations. Tu en as en gélule, tu en as en poudre, heu, mais ça aussi, ça peut c'est-à-dire si, je sais pas, au cas où tu aimes aucun de ces aliments, ou que tu peux pas les intégrer, régulièrement dans ta alimentation, c'est pas mal de prendre un supplément de probiotiques, qui va vraiment nous aider, à reconstruire la flore. Mais moi, je suis toujours pour, essayer, plutôt avec, les aliments, même si moi j'ai pris, là, il y a pas très longtemps, une cure de probiotiques là, qui était très bien. Mais essayer de manger quelques cornichons par jour, je sais qu'on n'a pas forcément le réflexe de manger tous les jours, de ça, mais sinon, tout simplement, se faire, des kombucha ou acheter un lait fermenté, et boire un petit peu, c'est un peu glucidique. Bah, un peu, c'est pas non plus énorme, mais boire, un petit quart de verre, pour faire bouger tout ça. Le vinaigre de cidre aussi, très Mmh. anti-inflammatoire, donc ça aide aussi à, pas forcément à réparer, mais à baisser les taux d'inflammation, donc ça, c'est bien. Moi, j'en prends tous les matins à jeûne avec un jus, avec, le jus d'un demi-citron là, Mmh. hem et c'est quelque chose qui aide, surtout je vois avec les gens qui viennent vers moi qui sont ballonnés et tout ça, ils disent: «Ah oui, mais c'est vrai que effectivement ça marche». En plus ça fait descendre La la glycémie. glycémie, Ouais, donc moi aussi j'en consomme, le prendre, si on peut le trouver bio et non filtré aussi, ouais. je crois que, ouais, c'est ça qu'il faut le préciser. Ouais, moi aussi j'en prends un petit peu, ouais, j'en prends tous les matins. Bah, le même, truc que toi, quoi, au final. Ouais, moi je prends en bio, après tu vois avec les marques maintenant, blanches des supermarchés, tu peux trouver en bio Mmh. pas cher du tout, Ah oui, et pour le coup, ça, ouais. mais oui, oui, moi c'est une petite astuce, qui est assez sympa et qui aide, à être moins gonflé. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Bah, je pense qu'on a vu, quand même, voilà, pas mal de choses. Il y aura pas mal de petites pépites là dans cette discussion. Avant de terminer, je vais te poser 2 questions. Alors c'est 2 questions que je pose systématiquement à tous mes invités. Mmh mh. Alors c'est pas des questions pièges, hein, rassure-toi, c'est pas du tout, mais c'est des voilà, qui demandent à chaque fois une petite réflexion rapide. Mmh. La première question, c'est si tu pouvais dire une chose à, la Laura d'il y a 10-15 ans, celle qui, connaissait pas tout ce qu'il y a maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Si tu pouvais retourner là dans le passé comme ça et puis, te dire une chose, importante à la toi d'il y a quelques années. Par rapport à l'alimentation ou? Oui, ou à ta vie, peu importe. Est-ce que, voilà, il y a quelque chose que tu dirais, pour te rassurer, pour, t'aiguiller, pour enfin, je sais pas? Non, je pense bon, en général, je comprends très mal le concept de regret, donc je n'ai pas, D'accord. mais non, je pense que j'ai beaucoup souffert par rapport à l'alimentation, donc je dirais: «Laura, écoute pas, les conseils de tout le monde, va creuser, toi seule, tu peux trouver». Parce Ouais, très que bon j'ai conseil. beaucoup souffert par rapport à ça. Bon, je pense que la vaste majorité des femmes, connaît, qu'on veut nous mettre dans une case aussi, hein. Ah oui, oui, non, mais ça c'est clair. Je te rassure du côté des hommes, c'est
quand vous avez des soucis comme ça de surpoids, enfin moi j'étais en surpoids voilà, quelques temps, etc. C'est jamais, voilà, c'est pareil, c'est toujours, les pressions sociales qu'on peut avoir, elles sont, alors je sais que c'est les femmes, effectivement, c'est encore plus, je pense, fort, quoi. Mais voilà, on connaît ça nous aussi, malheureusement. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a du mal à se lancer là, dans l'alimentation cétogène? Qu'est-ce que tu lui dirais pour la motiver et lui donner un déclic? Ah ben, je lui dirais, «Tu absolument rien à perdre». Parce que forcément, si tu es arrivé au céto, c'est parce que tu as déjà passé par un tas de régimes et que tu commences à être désespéré parce que les gens, ils pensent pas qu'en mangeant du gras, ils vont maigrir. Donc si tu es arrivé là, sauf si tu as des problèmes de santé, mais si c'est pour une question de surpoids, c'est sûr que tu as essayé déjà 30 000 régimes, donc tu as absolument rien à perdre. Heu, Comme, 2 semaines, un mois, que c'est souvent un peu les challenges, pour voir, où tu vas en arriver et te rendre compte qu'effectivement, ça a complètement changé ta vie, non seulement au niveau, de ta récomposition corporelle, mais surtout au niveau santé, quoi. Bien sûr, ça c'est une évidence, hein. Vraiment le nombre de témoignages qu'il y a qui vont en ce sens, c'est juste, incroyable, quoi. Vraiment, voilà, je peux que vous pousser à écouter le conseil de Laura là, c'est essayez quoi. Mettez voilà, vous lancez un petit défi, lancez-vous et puis vous verrez bien. Je vous assure que c'est une expérience que vous oublierez jamais. Ça, c'est sûr et certain. Bah, écoute, si les gens, ont essayé, le régime de la soupe de choux, franchement, Ils peuvent essayer le keto, hein, franchement, tu peux essayer manger du fromage, et des œufs. Je complètement. pense que ça va pas te déplaire et si en plus ça marche. Je suis d'accord. Donc si aujourd'hui on veut te suivre, déjà où est-ce qu'on peut te trouver? Qu'est-ce que tu proposes, de manière générale? Non, moi, je suis sur mon Insta là, donc Laura Palaciosa, et puis, non, écoute, moi, je réponds à toutes les questions de tout le monde qui m'écrit, donc j'en ai pas mal. Bah, Mais j'imagine, ouais. c'est toujours avec plaisir. C'est-à-dire, moi, pour l'instant, je fais ça pour aider les gens, je sais, il y a plein de gens qui me demandent de les coacher, Mmh. mais pour l'instant, c'est pas au moins dans le court terme parce que moi aussi j'ai mon boulot à côté, j'ai pas mal de choses à faire. Mais je réponds aux questions avec plaisir et peut-être un jour je me lancerai à faire un truc, je ne sais pas. Mais c'est pas pour l'instant. J'en ai qui me demandent d'écrire un livre aussi, mais si j'avais le temps pour Mmh. écrire un livre, ça serait chouette. Oui, c'est voilà, ouais, quand on a le Mais travail à côté, écrire un livre, c'est pas quelque chose de c'est du effectivement. boulot. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, dans tous les cas, pour ceux qui, voilà, qui connaîtraient pas encore Laura, qui veulent la suivre sur Instagram, je vous mets le lien vers son Insta dans la description de ce podcast, quel que soit l'endroit où vous l'écoutez. Encore merci, Merci Laura, à toi. d'avoir répondu à mon invitation. Je te remercie. Et pour toutes les personnes qui sont encore là, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast de Bouge ta Céto. Merci beaucoup à toi pour ton écoute. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder en description de ce podcast. J'ai mis pour toi mon kit de démarrage cétogène. À l'intérieur, tu retrouveras une formation complète sur l'alimentation cétogène qui va te donner toutes les bases à connaître. Tu retrouveras également un plan alimentaire de 7 jours avec les listes de courses et les recettes. Et enfin, tu retrouveras mon guide du jeûne intermittent dans lequel je te décris tous les jeûnes intermittents possibles pour que tu vois lequel est le plus adapté à ton cas. Je te souhaite une excellente journée et à très vite.